Pour ce deuxième plateau télé des salons Bipositive, nous allons entrer de plein pied dans le futur et la haute technologie avec comme sujet donc les nouveaux générateurs hybrides et la pile à combustible. Pour nous en parler, j'accueille Monsieur Richard Cordonnier, Product Marketing Manager chez Viessmann. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Ludovic Thiebaud, responsable pôle marketing produit chez GRDF. Bonjour. Bonjour. Alors en introduction, comme on dit, le temps où la chaudière classique se contentait de faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, on a l'impression que c'est vraiment révolu. Et avec l'arrivée des systèmes multi-énergie, il y a une petite dizaine d'années, les chaudières hybrides et la micro-cogénération devraient s'imposer, on pense, peu à peu sur un marché qui se transforme énormément. Vous connaissez la technologie hybride dans le domaine de l'automobile. Alors ce système est-il compatible dans le domaine du chauffage? Question posée à Monsieur Ludovic Thiebaud de GRDF. Absolument. Je vais répondre à votre question, mais vous me permettrez juste avant peut-être de repositionner GRDF, principal distributeur de gaz en France, de gaz naturel. Pourquoi est-ce que GRDF en fait s'intéresse au développement des nouvelles solutions et à l'innovation aux côtés des fabricants, dont Viessmann, mais aussi tous les autres fabricants et aussi avec quelques startups du reste. Vous savez que le gaz naturel n'a pas d'usage captif, contrairement à l'électricité par exemple, et donc c'est un vrai choix des clients. Choix qui est généralement dicté en fait par le fait de disposer d'une solution qui répond réellement à leurs besoins, coût d'investissement, coût d'exploitation, intégration dans le logement, fonctionnalité, un certain nombre de paramètres. Et il s'avère que s'il y a des solutions gaz naturel qui répondent bien sûr à ces besoins des clients, évidemment, indirectement, c'est un client qui sera raccordé au réseau de gaz naturel. Et c'est ce pourquoi GRDF a cette action en fait, d'innovation et de prescription des solutions traditionnelles. Nous travaillons suivant 3 grands axes. L'optimisation des solutions traditionnelles, le couplage du gaz naturel avec les énergies renouvelables et les solutions hybrides, typiquement, bien sûr, rentrent complètement dans cette logique-là, mais je pourrais citer aussi les pompes à chaleur gaz naturel. Et puis, également, la production d'électricité décentralisée. Et là, on retrouve le deuxième sujet des piles à combustible qu'on évoquera dans un deuxième temps. Donc en clair, quelle est la différence entre un système multi-énergie qu'on connaît aujourd'hui avec les nouveaux systèmes hybrides donc, qui sont actuellement mis sur le marché par les grands fabricants? Tout à fait. Alors, multi-énergie déjà, en effet, on peut coupler le gaz naturel avec le solaire et on peut coupler le gaz naturel avec une solution pompe à chaleur. Typiquement, déjà, c'est ce qui caractérise premièrement une solution hybride. Ensuite, on peut parler de chaudière hybride. On associe une chaudière avec une pompe à chaleur électrique. On peut parler de chauffe-eau thermodynamique hybride. On associe un ballon thermodynamique avec une chaudière à condensation. De la même manière, voilà. Donc ça, déjà, c'est le premier point. C'est l'association d'un système thermodynamique électrique avec une chaudière à condensation. Le deuxième point, et il est fondamental, puisqu'on pourrait se poser la question de la comparaison par rapport à disposer d'une pompe à chaleur et puis qu'on qualifierait en fait en relève de chaudière. J'ai une chaudière à condensation et j'installe une pompe à chaleur. Dans ce tel cas, en fait, la pompe à chaleur donne tout ce qu'elle peut en tout temps. Si elle a des caractéristiques de fonctionnement qui l'autorisent à fonctionner jusqu'à moins 15 degrés par exemple, jusqu'à moins 15 degrés, elle va développer la puissance qu'elle peut en fonction de la température et la performance associée. Et puis, la chaudière viendra faire le complément. Mais là, on a des problèmes de rendement quand même à ce niveau-là. Alors, absolument. En effet, vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'un système pompe à chaleur électrique fonctionne bien jusqu'à une certaine température. Généralement, alors ça dépend des équipements, mais en dessous de 7 degrés de température extérieure,
Ça dépend aussi bien sûr de la température de chauffage ou de la température de production d'eau chaude sanitaire qu'on veut dans son logement. Hein, voilà, mais disons, retenons à peu près 7 degrés. À partir de 7 degrés, inférieur à 7 degrés, la puissance commence à chuter et la performance chute également. Et puis, à un moment donné, donc peut-être aux alentours de 2-3 degrés, hein, encore une fois, ça dépend bien sûr de la performance des équipements, mais on peut retenir aussi ce chiffre-là. En dessous de cette telle température, la performance sur énergie primaire, donc qu'est-ce que j'ai prélevé à la planète pour quel usage, devient inférieure au rendement d'une chaudière à condensation. Et c'est là tout le bénéfice d'un système hybride, c'est-à-dire un système hybride bénéficie d'une régulation qu'on pourrait qualifier d'intelligente, c'est-à-dire qu'à chaque instant, cette régulation va regarder quelle est la température extérieure, quel est le besoin de chauffage, quelle est la température de chauffage, la température de consigne de l'eau chaude sanitaire, et va utiliser le meilleur des deux systèmes, c'est-à-dire le système qui a la meilleure performance à chaque instant. Autrement dit, on peut avoir à un moment donné où on tourne 100% sur l'hybride, hein, pardon, 100% sur la partie pompe à chaleur électrique. Si j'ai des températures de 10-15 degrés, elle va assurer tous les besoins. Je vais avoir une période intermédiaire où la puissance délivrée par la pompe à chaleur n'est pas suffisante, mais son rendement est encore supérieur au rendement d'une chaudière à condensation. Et là, je vais additionner le fonctionnement du système thermodynamique avec la chaudière à condensation. Elles vont fonctionner en même temps pour pouvoir satisfaire le besoin et donc assurer le confort dans le logement. Et puis, en dessous d'une certaine température, j'arrête complètement la pompe à chaleur et je fonctionne 100% sur la chaudière. C'est aussi bénéfique par rapport à la durée de vie du système thermodynamique électrique. Et ça, c'est géré de manière automatique. L'utilisateur n'a rien à faire. Absolument. C'est vraiment la régulation développée par le fabricant qui, à chaque instant, analyse un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres simples, hein, de température, hein, qui connaît bien sûr la table de performance à la fois de la pompe à chaleur et bien sûr de la chaudière à condensation en fonction des consignes de température, chauffage et eau chaude sanitaire, et qui donc, à chaque instant, est capable de dire quel est le meilleur système à mobiliser pour assurer le confort du client. Et la chaudière hybride, donc aujourd'hui, ça représente quoi? Ça reste un marché de niche encore? Alors, c'est un marché qui croît, doucement, mais sûrement peut-être. Si je dis ça, c'est parce qu'on a pu vivre ces dernières années certains marchés qui se sont emballés, peut-être sous l'impulsion de conditions fiscales intéressantes, et puis qui se sont aussi écroulés. Donc peut-être il faut mieux y aller doucement, mais sûrement. C'est un marché aujourd'hui d'environ 2700-2800 unités par an pour la chaudière à condensation, associée à un système thermodynamique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une chaudière hybride, puisque comme je disais, il y a aussi des chauffe-eau thermodynamiques hybrides qui arrivent sur le marché. Donc je parle uniquement de chaudière hybride, là, que certains fabricants qualifient aussi de pompe à chaleur hybride. Hein. Les deux termes sont possibles. Hein. Chaudière hybride, pompe à chaleur hybride. Donc retenons, disons, 3000 unités par an. C'est un système qui est fortement concurrencé aujourd'hui par le chauffe-eau thermodynamique. Alors, je ne peux pas vraiment parler d'association, mais un chauffe-eau thermodynamique qui est dédié en fait à la production d'eau chaude sanitaire, et ensuite un système de chauffage qui peut être une chaudière à condensation, mais qui peut être autre chose aussi. Et pour l'installateur, c'est plus compliqué à installer, c'est comme ça a l'air d'être sophistiqué, ou c'est pas plus compliqué qu'une solution entre guillemets multi-énergie à l'ancienne, comme une pompe à chaleur en relève de chaudière par exemple? Je ne pense pas sincèrement que ce soit plus compliqué, puisque en fait la régulation est automatique et les paramètres standards sont déjà renseignés par le fabricant. Donc à la mise en service, c'est pas plus compliqué en effet. Ensuite, l'offre de chaudière hybride, elle est multiple. Il existe aujourd'hui des systèmes multi-blocs, c'est-à-dire j'ai l'unité extérieure l'unité de la pompe à chaleur qui est à l'extérieur du logement et puis la chaudière qui est à l'intérieur. Évidemment, ça communique. Hein,
Et puis, il y a aussi une offre monobloc, c'est-à-dire que la pompe à chaleur, elle est intégrée au casing de la chaudière. Voilà, les deux sont possibles. Donc là, typiquement, ça s'installe comme une chaudière si tout est à l'intérieur. Et ça s'installe à la fois comme une chaudière et à la fois comme une pompe à chaleur, avec un raccordement entre les deux. Non, c'est relativement bien pensé par les fabricants, bien sûr. D'accord. Et l'installateur n'a pas besoin d'être un pro de la programmation, il n'a pas besoin de rentrer dans un système complexe pour aller renseigner la table de coefficient de performance, où tout ça est déjà intégré par le fabricant. Merci. Donc on va passer maintenant à la encore plus haute technologie, donc avec la pile à combustible, donc avec Monsieur Cordonnier de chez Wiesmann. La pile à combustible, donc on entend parler également dans l'automobile, après hybride, on a pile à combustible. Donc dans le domaine du chauffage, c'est bien. Ça fait quoi? C'est du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'électricité? Alors tout à fait. Hein. Ça fait tout à fait du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et de l'électricité, le tout dans un ensemble très compact. Et pourquoi on s'est dirigé justement vers la pile à combustible? Parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que d'une part les réseaux électriques étaient de plus en plus sollicités. On s'est rendu compte qu'il y avait les factures électriques qui étaient en nette augmentation chez tous les utilisateurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on est tous aujourd'hui titulaires de 2 téléviseurs, 3 téléviseurs, des téléphones portables qui correspondent aujourd'hui à un réel talon de consommation d'électricité. Alors on s'est dit pourquoi pas, aujourd'hui on avait la maturité technologique de pouvoir proposer aujourd'hui cette pile à combustible. Alors pour faire les choses simples, comment vous pouvez expliquer le principe de fonctionnement d'une pile à combustible? Ouais, alors pour faire simple, effectivement aujourd'hui Wiesmann, on a déjà un produit qu'il faut savoir qui est abouti. Hein, c'est un produit qui est aujourd'hui produit de série dans notre usine et qui est là qui est en déploiement sur le marché européen. Alors une pile à combustible, comment ça marche? Une pile à combustible, c'est tout simple. C'est une anode, une cathode et au milieu on va avoir un électrolytique. Hein, alors pour expliquer tout ça simplement, si on met de l'hydrogène sur l'anode et de l'autre côté sur la cathode de l'oxygène, il va y avoir ce qu'on appelle une réaction électrochimique qui va se créer et qui a pour vocation de créer d'une part du courant et d'autre part de la chaleur. Alors comment ça marche? Et tout ça avec du gaz? Tout ça avec du gaz naturel, bien entendu. Le principe anode-cathode, c'est juste une différence de matériaux. C'est la même chose qu'on peut avoir dans une pile électrique en fait. Hein. C'est ni plus ni moins. Et donc en effet, on part du gaz naturel. C'est-à-dire qu'il y a une première étape qu'on appelle de réformage, enfin peu importe, c'est un terme un peu barbare, mais qui tout simplement dit comme résultante en fait on fabrique de l'hydrogène, qui est aussi un gaz. Voilà. Puisque en fait le gaz naturel c'est CH4, hein, voilà, et une molécule de carbone, 4 molécules de H quoi, enfin voilà, pardon, j'ai un truc de 4 molécules d'hydrogène, voilà. Donc du coup on peut fabriquer H2 quoi, voilà. Et en fait voilà, ça se fait à partir du gaz naturel. Et ensuite? Alors comme le disait cet hydrogène, il va réagir. Tout à fait. Voilà. Oui, comme le disait justement Ludovic, donc c'est à partir du gaz naturel avec un système embarqué dans notre machine qui va extraire plutôt cette fameuse molécule d'hydrogène contenue dans le gaz naturel qu'on va injecter donc dans le cœur de pile et qui va réagir avec de l'oxygène pour fabriquer ce que je disais tout à l'heure, de la chaleur et de l'électricité. Donc on a aussi dans notre machine cette capacité qui va l'électricité qui est produite à l'instant T est un courant donc continu qui sera encore une fois à travers un onduleur qui sera transformé en courant alternatif. L'énergie thermique produite à l'instant T sera, elle, transportée dans un réservoir tampon de stockage. Donc ça voudrait dire que tant qu'on a la possibilité de stocker cette énergie thermique, on va pouvoir aujourd'hui produire de l'électricité
à hauteur de 750 watts en ce qui concerne notre machine et 1 kW thermique en ce qui concerne le module pile à combustible. Voilà. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? C'est quand on demande du chauffage, ça crée de l'électricité, c'est ça? C'est uniquement dans ce fonctionnement-là? Alors tout à fait. Aujourd'hui, pour pouvoir produire cette électricité, comme je disais tout à l'heure, il y a un facteur résultant qui est la chaleur. Donc cette chaleur-là, on est toujours obligé de la stocker. À partir du moment où on va pouvoir toujours stocker cette énergie thermique, on va pouvoir autoriser la pile à fonctionner donc, et à produire également du courant électrique. Aujourd'hui, notre système est équipé d'un réservoir tampon de 170 litres qui va servir non seulement à récupérer l'énergie thermique de la pile, mais également utiliser cette énergie thermique pour s'en servir pour faire un système de préchauffage de notre chaudière et de l'eau chaude sanitaire. Ça veut dire que toute l'énergie récupérée est directement transmise à l'installation de chauffage, aussi bien en eau chaude sanitaire. Avec le simple fonctionnement de la pile, on fait donc dans le ballon de l'eau chaude sanitaire, on peut faire de l'eau pour le chauffage aussi. Alors on a un système qui est compact, c'est-à-dire qu'on a toujours une chaudière, on a besoin d'une chaudière d'appoint. Vous pensez bien qu'avec 1 kW thermique produit par la pile à combustible, ça ne peut suffire aujourd'hui dans une habitation. L'énergie, ce que je veux dire, c'est que l'énergie thermique produite par la pile est récupérée directement dans un réservoir tampon. Cette énergie-là n'est pas perdue et elle est récupérée au travers du générateur, d'une part pour faire du chauffage et d'autre part pour la production d'eau chaude sanitaire. Une précision? Oui, dit autrement. S'il n'y a pas de débouché thermique, il n'y a pas d'intérêt majeur à faire fonctionner le système. C'est-à-dire que c'est vraiment l'addition du rendement de production électrique avec le rendement de production thermique et la valorisation des deux qui crée vraiment un système bénéfique. Et le principe de fonctionnement est tel que, au vu des dimensionnements, une pile à combustible, ça fonctionne de manière continue. On produit un talon d'électricité qui va être autoconsommé dans le logement et s'il y a un surplus, qui va être jeté au réseau. On pourra demain peut-être aussi valoriser au travers d'un tarif. C'est possible. Il y a des conditions qui commencent à se créer et qui permettront ça. Voilà. Et puis, en effet, la chaleur, elle est stockée, elle est valorisée pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage. Et un brûleur d'appoint, type chaudière à condensation, vient faire le complément pour qu'en chaque instant, à tout moment, quels que soient les besoins, on puisse garantir le confort du client. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, il y a des tests qui sont faits déjà depuis plusieurs années, grandeur nature, à Forbach ou dans d'autres villes de France, où Viessmann est participant, entre autres, industriels. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des retours d'expérience? Est-ce que voilà, ça marche bien, c'est conforme aux prévisions, les utilisateurs sont contents, ils ont fait des économies? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces premiers résultats? Alors, dans le cadre d'un projet initié par l'ADEME qui se prénommait Epilogue, effectivement, on a installé sur la ville de Forbach trois piles à combustible. Ce projet a été, on va dire, géré par GRDF. Des installations qui ont été instrumentées et suivies par le Crygène et le caustique. Donc on a voulu vraiment avoir un réel retour d'expérience. Pour cela, on a choisi 3 différents bâtiments. On a choisi une crèche qui avait des grands besoins. On avait initié sur un petit logement d'un concierge où on savait qu'il y avait de faibles besoins. Et on avait installé une autre pile dans un logement, enfin dans un bâtiment avec 2 appartements. Avec deux différents types de puisage pour vraiment avoir une idée quel allait être le bâtiment qui allait nous donner les meilleurs résultats. Et effectivement, on a pu durant ces 2 ans de test, vraiment voir qu'aujourd'hui, c'était une technologie qui était mature, qui était fiable. On a eu des retours d'expérience même au niveau de l'installateur qu'on a questionné parce qu'aujourd'hui, même si le nom pile à combustible fait un peu peur, on va dire, mais c'est ni plus ni moins qu'une chaudière qui se raccorde d'une manière aussi simple qu'une chaudière traditionnelle à colonne. Au niveau du branchement électrique, c'est un câble électrique à brancher comme n'importe quelle chaudière. Et voilà. Et ce qu'on peut surtout dire, c'est comme le disait justement Ludovic tout à l'heure, c'est que les rendements qu'on a annoncés
par rapport aux produits ont été vérifiés et ont été certifiés par justement ce test en grandeur nature. Mais au-delà de ça, je voulais encore rajouter, c'est que au-delà de ce test de 3 piles aujourd'hui à Forbach, on passe de terminer une autre série de tests, c'est-à-dire on est en train d'installer une dizaine de piles à combustible sur le territoire national, encore une fois, pour avoir des retours d'expérience, non seulement sur la région Est, mais avoir des retours d'expérience sur les différents coins de France. Aujourd'hui, GRDF en fait suit, ça veut dire monitor, hein, voilà, avec un suivi avec différents capteurs pour vérifier le bon fonctionnement et la fiabilité. Voilà, on a un suivi en conditions réelles sur 53 machines de différents fabricants. Fabricants qui ont quasiment tous fait aujourd'hui un vrai travail d'intégration. En effet, comme le disait Richard, ça s'installe facilement puisque en fait tout est dans un même casing. Voilà, c'est pas un système éclaté où on aurait le réformeur d'un côté, la pile de l'autre, les ballons de stockage ou d'eau chaude sanitaire, la chaudière à condensation. Et il faudrait faire ce puzzle. Pas du tout. Il y a une vraie compacité avec un vrai travail d'intégration de l'ensemble de ces éléments. Donc ça, c'est très important. Vis-à-vis de la fiabilité, aujourd'hui, nous, on peut dire que l'offre commerciale qui pourrait arriver sur le marché dans les prochaines semaines ou les prochains mois par différents fabricants est telle qu'on dispose d'une offre aujourd'hui mature, en ce sens qu'il y a une vraie fiabilité de fonctionnement et qu'il y a des performances qui sont très proches de ce qu'on a pu mesurer en laboratoire. Si on peut faire une comparaison, on sait qu'aujourd'hui une chaudière à condensation c'est un peu moins de 110% de rendement classique. Une pile à combustible, on serait dans quel niveau de rendement si on pouvait comparer à peu près? Alors, il y a plusieurs rendements, donc tout dépend manière simple. De quel rendement est-ce qu'on parle? Déjà, on peut parler du rendement électrique. Le rendement, alors, donc sans s'occuper déjà de la chaleur, hein, voilà, qu'est-ce que je consomme et en électricité, qu'est-ce que je récupère? Les produits aujourd'hui qui sont en test ont des rendements électriques entre 35 et 45%. La pile à combustible en laboratoire, on en mesure des qui vont jusqu'à 60% de rendement électrique. Mais ce sont des systèmes qui n'ont pas encore une durée de vie suffisante pour pouvoir les mettre en conditions réelles. Donc les produits qu'on teste aujourd'hui, c'est le meilleur rapport entre performance et durée de vie. Et quand je parle de durée de vie, pour le produit Viessmann par exemple, des durées de vie supérieures à 10 ans. Hein, voilà, avec un maintien des performances vraiment très important. Autrement dit, la pile à combustible a encore une capacité de progression pour certaines des technologies mises en œuvre au moins. Donc déjà, voilà, ça c'est déjà le premier point. Ça veut dire que c'est déjà meilleur que le rendement d'un moteur électrique. Hein, c'est aussi ça qu'on peut retenir déjà. Et puis ensuite, vient s'additionner le rendement thermique. Le rendement, on peut parler de rendement global, voilà, de l'ordre de 90-95%. Et nous, on préfère parler, en tout cas, de rendement en équivalent sur énergie primaire. Autrement dit, si j'avais pas un système de production d'électricité décentralisé, j'aurais dû utiliser de l'énergie de réseau. Du coup, cette électricité que je consomme localement, elle aurait, c'est un facteur réglementaire, mais c'est un facteur qui est quand même à peu près le reflet de la réalité des moyens de production d'électricité centralisés en France, elle aurait consommé 2,58 fois plus d'électricité. Pardon, d'énergie prélevée à la planète pour fabriquer cette électricité. Et ensuite, quand on fait ce calcul et qu'on rajoute le rendement thermique, puisque vous l'avez compris, on se l'est dit déjà, il s'agit de valoriser bien sûr la chaleur produite aussi, on arrive à un rendement équivalent qui correspondrait à un rendement de 140-150%. Et même en laboratoire, on va même jusqu'à 170% aujourd'hui. Autrement dit, ça veut dire qu'on évite de consommer 30, 40, 50%, pardon, 40, 50%, voire jusqu'à 70% d'énergie comparativement à un système traditionnel, électricité de réseau et chaudière à condensation. D'accord, merci.
En termes de conclusion, est-ce qu'on pourrait poser cette question? Est-ce que les chaudières hybrides et les piles à combustible peuvent être considérées comme les standards de demain, ou c'est encore trop tôt pour le dire? Ah, c'est une bonne question. Très simplement aussi, parce qu'on arrive au terme. Bien sûr. On dispose de produits, en tout cas, qui sont éprouvés en laboratoire, en conditions réelles. Donc, en tout cas, qui ont une capacité à trouver une place sur le marché. Si ça coûte pas trop cher. Si ça coûte pas trop cher, en effet. Mais dans les deux cas, ça coûte pas plus cher qu'une pompe à chaleur électrique dimensionnée pour satisfaire 100% des besoins. Voilà, donc ça déjà c'est une première référence. Aujourd'hui, il y a des gens qui font le choix de très grosses pompes à chaleur électriques de 12-14 kW qui coûtent assez cher et qui coûtent 12 ou 15 000 euros. Ben voilà, ces systèmes-là, une pile à combustible devrait coûter de cette même ordre de grandeur-là, et une chaudière hybride coûte aujourd'hui entre voilà, alors je ne suis pas fabricant, c'est pas moi qui commercialise les produits, donc je suis jamais très à l'aise, mais disons entre 5 000 et 7-8 000 euros. Voyez, voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, il y a un point majeur qui est la valorisation de ces systèmes dans la réglementation. Aujourd'hui, on connaît bien la réglementation thermique 2012, voilà, et les chaudières hybrides trouvent complètement leur place. Les chauffe-eau thermodynamiques hybrides aussi trouvent leur place dans cette réglementation et sont valorisés, on va dire, normalement. La pile à combustible, pas encore. La pile à combustible, pas encore. Alors, nous, on est convaincus que la prochaine réglementation valorisera correctement les systèmes thermodynamiques. Je pense que ça fait pas débat aujourd'hui. La pile à combustible, eh bien, elle va être prochainement intégrée dans la réglementation thermique 2012 au travers d'un titre 5. Enfin bon, c'est un terme un peu barbare, mais pour dire qu'elle est reconnue et qu'elle est intégrée au moteur de calcul et qu'elle permet du coup au bureau d'études et tout de vérifier la conformité donc, et les différents critères à atteindre. Mais pour autant, pour certains marchés, comme la maison individuelle neuve, il y a une obligation d'énergie renouvelable et la pile à combustible n'est pas un système qui valorise une énergie renouvelable. On espère voilà, que dans la prochaine réglementation, d'ici 2020 probablement, on n'a pas de date, mais voilà, puisqu'elle n'est pas connue, en tout cas, que les systèmes piles à combustible seront valorisés à la hauteur du service rendu. Puisque, comme je le disais, elles font économiser de l'énergie, de par une production d'électricité décentralisée au plus près du besoin, avec du gaz naturel. Merci. En ce qui me concerne, et plutôt une vision de fabricant. Donc, oui, comme le disait tout à fait Ludovic tout à l'heure, le produit il est aujourd'hui mature et dans le cadre d'un nouveau projet européen dénommé PACE, il y a une réelle volonté, non seulement française, mais également européenne, de développer justement cette nouvelle techno. Donc ce qui est en cours, c'est le déploiement de plusieurs milliers de piles à combustible aujourd'hui en Europe. Et nous, Viessmann, notamment, on a décidé aujourd'hui d'aller plus loin que ça sur le territoire national et de commercialiser ce produit. Alors Ludovic n'avait pas tout à fait la date, mais effectivement, c'est dans les quelques semaines à venir, on va aujourd'hui proposer justement la commercialisation en France des premières piles à combustible. Voilà. Eh ben, longue vie à la pile à combustible alors. Juste alors, même si c'est pas le même produit en Europe parce que c'est pas le même gaz, c'est pas les mêmes conditions d'installation et d'évacuation des produits de combustion, il faut juste voir que en fait au Japon, la pile à combustible ça a commencé en 2009, voilà, et qu'aujourd'hui c'est un prix divisé par 5 et c'est 150 000 piles à combustible stationnaires. Donc pour des besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire des logements au Japon. Voilà. Donc voilà, ces produits doivent trouver leur marché aussi en Europe et bien sûr aussi en France. Merci messieurs, ce sera donc le mot de la fin et merci de votre participation. À bientôt. Merci.